vous ai mis ici un arbre à titre d'exemple, qui est un arbre extraordinaire. Il est en Île-de-France, c'est l'arboretum de la Vallée aux Loups. La Vallée aux Loups, c'est là qu'il y a en région parisienne un endroit extraordinaire où il y a la maison de Chateaubriand. C'est un endroit extraordinaire et surtout, c'est un lieu avec un arbre magique. Alors ça permet avec cet arbre-là, j'aurais pu en prendre un parmi les 1000 qu'on a labellisés, puisque ce que Christophe a dit, c'est qu'effectivement on a attribué 1000 labels arbres remarquables de France, et on essaye de conserver à ce label un statut élevé dans les exigences, pour ne pas galvauder ce label. Parce que sinon on pourrait attribuer des dizaines de milliers de labels, mais il perdrait toute sa valeur si on en attribuait trop. Alors qu'est-ce que c'est qu'un arbre remarquable? Ne cherchez pas des définitions compliquées. Un arbre qui peut être très vieux, ce n'est pas son cas. C'est un petit jeune, il a 160 ans à peu près, ce qui n'est rien du tout pour un arbre. C'est un arbre qui peut être très vieux, un arbre de grande dimension, c'est son cas, il a une circonférence impressionnante. Et alors souvent on pense à la hauteur, mais la circonférence est souvent plus parlante que la hauteur, pour aller avoir une idée de la remarquabilité. Et puis des arbres qui ont une histoire. Alors si je prends l'exemple qu'a cité Christophe chez lui, à Castelnau de l'Èze, avec le chêne qu'on a tenté de préserver, c'est un arbre qui est gros, qui doit être assez vieux, et maintenant il a une histoire. Il avait une histoire familiale un petit peu, et maintenant il a vraiment une histoire, puisque beaucoup de choses ont été faites pour essayer de le sauver. L'histoire, elle peut être récente. Vous verrez, je vous raconterai une ou deux histoires toutes récentes à propos des arbres remarquables. Alors, ce qui fait sa particularité, un petit mot à propos de cet arbre-là, c'est un cèdre pleureur. Avant que cet arbre n'existe, il n'y avait pas dans le monde, que je sache, ou en tout cas en France, de cèdre pleureur. Tout le monde connaît les saules pleureurs, bien sûr, mais les cèdres pleureurs, il n'en existait pas. Et puis un jour, est né dans une horticulture, tout près de cet endroit-là, un cèdre. C'est quoi un cèdre pleureur? Il descend au lieu de monter. Tout le monde aime bien les cèdres, c'est très beau. On est passé devant tout à l'heure de très beaux cèdres devant l'hôpital à la Colombière. Là. Il y a 2 cèdres magnifiques, je ne les connaissais pas. C'est ça, un beau cèdre, hein, ce sont des cèdres dressés avec les branches qui vont vers le haut. Lui, ses branches, elles descendaient vers le bas. Alors j'imagine ce qui a pu se passer avec ses copains pépiniéristes qui venaient voir son arbre. Qu'est-ce que c'est que cette mocheté? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Allez, tu le vires parce qu'il n'a aucun intérêt. Qui est-ce qui va aller acheter un arbre qui descend au lieu de monter? Et puis lui, il a dû se dire, c'est moi qui imagine, hein, je vais essayer quand même, je vais le planter, on va voir ce que ça donne. Et il le plante, et 150 ans après, pour moi, c'est un des plus beaux arbres de France. Voilà, il a eu l'idée de le préserver. Alors qu'est-ce qui a pu se passer? C'est un terme qu'on reverra parler un petit peu dans le domaine scientifique, la question des mutations. Dans la nature, alors ça fait peur aux gens quand on dit mutation génétique, on a l'impression qu'il y a des trucs malveillants qui interviennent, les hommes qui essayent de triturer tout ça. C'est pas du tout de celle-là dont je parle, c'est dans la nature, il y a sans arrêt des mutations qui surviennent sur tous les êtres vivants, notamment sur les arbres, qui font qu'ils changent d'aspect. Dans la plupart des cas, ces mutations, elles ne survivent pas. Mais dans quelques cas, et ici ce sont les hommes qui ont décidé, de permettre à cet arbre de continuer sa carrière. Il y a un lien très fort avec la culture, au sens culturel, pour tous les arbres remarquables de France. Ce n'est pas entièrement naturel. Il y a forcément quelqu'un qui a décidé de conserver un arbre, qui a décidé de lui faire continuer sa carrière. C'est le cas pour celui-là. Et ici, il y a un artiste qui a proposé de mettre des étais sous les grosses branches qui pendent, comme ça, en avançant. Il est parti d'ici. Vous voyez où vous êtes au fond actuellement, l'arbre, il en est largement là-bas.
On ne se rend pas compte sur la photo. Mais c'est devenu un monument et il a des étais en bois qui sont sculptés par un sculpteur, un artiste qui s'appelle Francis Balu. Donc pour moi, il y a des gens qui lui ont dit un jour « Ah ouais, mais tu le contrains, l'arbre, tu l'obliges. » Et il répond « Non, je l'accompagne. » Voilà un exemple beaucoup plus dans la nature, mais l'histoire est un peu semblable. Bon, on voit bien que c'est un très vieil arbre, c'est un vieux chêne béarnais, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans une prairie. Et bon, c'est pas difficile de dire qu'il est influencé par les éléments naturels. Vous doutez d'où vient le vent? Pas difficile de voir, d'autant plus qu'il y a les Pyrénées derrière, donc vraisemblablement, il y a du vent froid qui vient des Pyrénées et qui a dû tuer, ou de la tempête qui a dû faire tomber des branches d'un côté. Mais cet arbre-là, on l'estime à 400 ou 500 ans. C'est un chêne, et bon, il est remarquable par son âge, ses dimensions, et son histoire, elle est simple, son histoire, moi je l'imagine, il faut toujours imaginer un petit peu. Il y a un grand-père, un arrière-grand-père, ou un arrière-arrière, qui a dû dire un jour, tiens, mais celui avec son accent béarnais, celui-là, il est peut-être un peu différent, je vais le garder. Et puis il y a les troupeaux qui viennent en dessous, brouter, on le garde. Et la génération d'en dessous a fait pareil, et la génération d'en dessous a fait pareil, c'est devenu un arbre remarquable, juste par une décision familiale. Donc ça vous fait comprendre que notre label Arbre remarquable de France, il peut être utile dans des cas comme ça, où on va encourager la famille à continuer les générations suivantes. Parce que je suis sûr, je n'ai pas été voir, mais le label, il doit trôner quelque part, pas près de l'arbre, il n'y a pas grand monde qui passe, mais dans la salle à manger familiale. Et puis il y a les petits qui voient ça, et puis ça leur donne l'idée de continuer. Est-ce qu'il sera encore là? Bon, après, il peut tomber. Hein. N'oubliez pas, c'est ce que j'ai dit dans l'article du Midi Libre, que des vieux arbres comme ça travaillent bien. C'est pour ça que j'ai la réponse qu'on a partout, dans toutes les villes ou villages de France. Ah oui, mais on est obligé de couper ces arbres-là parce qu'il y a un projet, etc. Tout le monde a entendu ça. Et la réponse, vous l'avez tous entendu, oui, mais on va vous en planter 150, 200, voilà, ici je crois que c'est 30 000 le projet. Alors moi, ma réponse, elle est toujours la même maintenant, faites comme vous voulez, mais je vous la souffle, c'est vous allez planter, s'il y a le maire ou la maire, vous allez planter tant de milliers d'arbres, bravo, formidable, on vous soutient. On est à vos côtés, c'est ce que Christophe appelait l'aspect de positiver les choses. Mais, vous voyez, les 5 ou 6 chênes qui sont là, ici, dans ce coin-là, que vous deviez peut-être couper pour un projet, si vous pouviez revoir le projet pour garder les chênes, ce serait bien aussi, et on vous soutiendra encore plus. Voilà, donc garder des vieux arbres, c'est toujours productif, c'est un peu esthétique, mais c'est bon aussi pour tous les problèmes qu'on a, et vous les connaissez, les problèmes, on les voit tous les jours se révéler avec les changements climatiques. Les vieux arbres travaillent beaucoup plus que 5 ou 6 jeunes arbres. Je vous rappelle, parce qu'il y a 2 choses que tout le monde connaît, mais on oublie souvent la 3e. 1, ils rejettent de l'oxygène, tout le monde le sait. Bon, c'est pas mal, hein, quand même. 2, ils captent du gaz carbonique, le CO2, dioxyde de carbone, c'est pareil. Ils captent ce gaz-là, qui est un des principaux gaz à effet de serre, donc facteur de réchauffement climatique, donc c'est bon. N'oubliez pas le 3e argument, ils rejettent beaucoup d'eau. Un arbre, surtout s'il est vieux, il pompe énormément d'eau dans le sol. C'est pour ça que c'est important, en ville par exemple, hein, de préserver les sols et de faire des sols suffisamment larges pour les arbres. Ils pompent énormément d'eau et ils évaporent, on appelle ça l'évapotranspiration. Ils évaporent énormément d'eau dans l'air. Et si on prend le département, hein, vous n'êtes pas le plus mal loti, mais c'est pas très loin. Hein. Dès qu'on arrive au sud, avec l'Aude, le sud de l'Aude et les Pyrénées-Orientales,
ils sont en voie de, je ne sais pas comment appeler ça, de désertification, c'est trop fort, c'est pour ça que je voulais éviter, mais c'est ce que je pense, c'est-à-dire qu'une partie des Pyrénées orientales devient un peu comme l'Espagne, si vous voulez, et l'Espagne devient un peu comme l'Afrique du Nord à cause du manque d'eau. Donc les arbres sont toujours utiles et précieux. N'oubliez pas la dimension, pour un arbre comme ça, là, c'est particulièrement criant, la biodiversité. Un mot. J'aime bien les mots à la mode quand ils sont bien. Celui-là, c'est un mot à la mode qui est très bien. Le mot à la mode, ce serait missile ou autre, je n'aimerais pas. Mais biodiversité, moi j'aime bien, tant mieux si c'est un mot que tout le monde écoute et entend, c'est parfait. Et donc ces arbres-là, des arbres un petit peu anciens, travaillent merveilleusement pour accueillir des oiseaux, des insectes, parfois de la flore un petit peu. Hein, vous avez tous vu dans des endroits un peu humides, des petites fougères qui poussent sur les arbres, les lichens, les mousses. Ah oui, au passage, les lichens, les mousses sur les arbres, la poudre verte aussi. Vous vous frottez un vêtement, là, vous en avez plein. Si c'est un vêtement clair, c'est pas terrible le résultat, mais ce sont des algues microscopiques. Tout ça ne pose aucun problème à l'arbre. Surtout, n'essayez pas de les gratter, hein. Laissez-les. Bon, allez, au passage, je glisse un mot pour mon copain le lierre. N'essayez pas s'il y a trop de lierre quelque part, qu'il envahit tout, vous pouvez le contrôler, rien n'interdit d'agir. Mais s'il ne pose aucun problème, il faut le laisser tranquille, le lierre. Hein. Tout montre aujourd'hui l'utilité de cette plante pour de multiples raisons, j'y reviendrai. Ouais, moi j'ai l'habitude de dire pour ces plantes qui peuvent poser problème parce qu'elles envahissent un peu trop à certains endroits, je donne les 3 versions. Je dis, le nom scientifique c'est celui-là, le nom commun c'est salse-pareil, et le nom que beaucoup de gens donnent c'est 2 points. Ah, ça c'est de la saloperie. Voilà. Donc, c'est quasiment une question de philosophie. On peut enlever un petit peu quand il y a trop de plantes, mais en général, dans la nature, il y a un équilibre qui se fait. S'il n'y a pas besoin, eh ben on laisse la nature se débrouiller. Après, c'est facile à dire quand on habite Paris et qu'on n'a qu'un balcon avec une pelouse en synthétique et quelques géraniums. On voit un autre exemple de plantes, d'arbres étonnants, qui font évidemment partie des arbres remarquables, sont les hêtres tortillards, qu'on appelle aussi, du fait de la commune où on les a trouvés, près de Reims. L'endroit, c'est la montagne de Reims, c'est un haut lieu du Champagne, hein, d'ailleurs. Et en haut, il y a une forêt avec des hêtres tout tordus comme ça. Et pendant des années et des années, il y a des scientifiques qui sont interrogés sur les multiples raisons de pourquoi il y a 1000 arbres tout tordus comme ceux que vous voyez. Et les hêtres, normalement, le hêtre, il file plutôt vers le haut. Hein. Et on a la réponse quasiment certaine aujourd'hui. On a affaire encore à une mutation génétique naturelle. Pourquoi ? Parce qu'on vérifie qu'à d'autres endroits, dans d'autres forêts de France, il y a 2 ou 3, là il y en a 1000, mais il y a quelques endroits, en Auvergne notamment, où il y a quelques-uns de ces arbres qui poussent, qui sont apparus comme ça, accidentellement. Les généticiens ont même identifié maintenant le gène responsable de la torsion des branches, qui fait que les branches redescendent au lieu de monter. Donc est-ce que ce sont des arbres remarquables ? Oui, bien sûr. Est-ce que, je vous ai dit qu'il y a toujours quelque chose d'humain dans une histoire comme ça ? C'est que je pense que cette mutation, elle survient et elle fait descendre les hêtres au lieu de les faire monter un petit peu partout dans des forêts en Europe. Et qu'elle disparaît comme elle est venue. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve sous des grands hêtres, et le hêtre, quand il fait de l'ombre, il en fait beaucoup. Et donc il tue ce qu'il y a en dessous. Et il se débarrasse de ces jeunes concurrents comme ça. C'est pour ça que normalement, il ne devrait pas être là.
Donc il est probable que des humains, on pense à des moines, aient dégagé autour, on dit éclaircir, hein, enlever quelques arbres autour, pour laisser libre d'accès à la lumière ces arbres-là. On situe ça vers le XVIIIe siècle, probablement. Et aujourd'hui, ce travail il continue avec l'ONF, tout simplement, qui est responsable du site et qui entretient. Et qu'est-ce que ça veut dire entretenir? Ça veut dire enlever quelques arbres autour pour que ceux-là continuent leur carrière. Et puis mettre des petits balisages au sol parce qu'il y a trop de piétinement à l'heure actuelle. Et puis d'autres agents, l'association Arbre qui attribue le label à des endroits comme ça, elle joue aussi ce rôle, vous voyez, visant à protéger ces arbres et qui continuent leur carrière. On a un peu plus au sud, par rapport ici, dans les Pyrénées-Orientales, une forêt avec des arbres très tourmentés, très vieux, qui se visitent, hein, on peut aller, vous la connaissez peut-être, c'est la Massane, la forêt de la Massane dans les Pyrénées-Orientales, où il y a là quelques très vieux arbres. Alors on a tendance à dire qu'il s'agirait d'une des forêts, des seules forêts primaires en France. Les spécialistes sur place disent non, il y a toujours eu une présence humaine d'une manière ou d'une autre. Mais par contre, comme ça n'a pas été touché depuis des années, des dizaines et des dizaines d'années, il y a un retour vers les milieux naturels qui fait qu'on peut, en abusant un peu, parler de forêt primaire. En France, il n'y a pas réellement de forêt primaire. Les seuls endroits où il y a des arbres, entre guillemets, primaires, c'est pas très loin d'ici. Quand on monte vers la montagne Noire, le sud du Massif central, on va trouver les gorges. Gorge du Tarn, gorge de l'Ardèche, enfin il y a des merveilles absolues, point de vue esthétique. Et là, sur les pentes, vous avez des arbres qu'on peut qualifier, si c'était une forêt, je l'appellerais une forêt primaire, parce que les hommes ne peuvent pas y aller, et les moutons ne peuvent pas y aller pendant l'élevage et les prairies. Et donc c'est pour ça qu'il y a des genévriers qui pendent dans les gorges de l'Ardèche, par exemple, auxquels on donne un âge de 1000-1500 ans. Ils ne sont pas plus hauts que ça. Ils font 1,50 m de haut. Ils sont relativement maigrelets, dans des conditions difficiles. Et, ah oui, alors vous êtes bien placé ici pour entendre parler de forêt primaire, puisque beaucoup le connaissent. L'homme de la situation, c'est Francis Allais, qui est qui habite Montpellier. On va le citer. Moi, je suis membre de son association qui s'appelle Francis Allais et Forêts Primaires. Et son ambition serait de recréer quelque part, en Europe de l'Ouest, recréer une forêt primaire. C'est paradoxal, normalement. On ne crée pas une forêt primaire, puisqu'elle devrait ne pas avoir été touchée par les hommes. Mais du moins une forêt qu'on ne touche pas pendant des centaines et des centaines d'années. Les endroits visés, c'est vers les Ardennes françaises et belges, ou vers les Vosges et le sud de l'Allemagne, les forêts du sud de l'Allemagne. Superbe idée de Francis, et vous pouvez regarder d'ailleurs, vous voyez, je fais de la pub pour les autres associations. Il y a 3 mois, je suis allé dans les Ardennes, c'était un voyage, et je suis arrivé, j'ai vu une grande banderole, alors ça ne m'était pas destiné, hein, une banderole accrochée, non à la forêt primaire. J'étais interloqué, c'est-à-dire que sur place, il y a beaucoup de gens qui ont entendu dire que quelqu'un, alors c'est toujours l'idée, quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui ne connaît rien et qui veut nous imposer un truc, alors que ce n'est pas du tout la démarche. Et il ne sait pas tout ce que nous, on fait dans la forêt, nous, Ardennais, on fait dans la forêt. C'est-à-dire qu'il y a des métiers, il y a des gens qui travaillent dans la forêt. Et donc, comme je suis membre de cette association, la prochaine fois que j'irai à une assemblée générale, je dirai ce que je viens de vous dire. Attention, on ne peut pas faire sans les gens sur place. C'est vrai partout dans notre pays. Arriver, donner des conseils et faire sur place
sans tenir compte des gens, il ne faut pas se tromper, quoi. On prend ici un exemple de chêne. Vous voyez, ça c'est typiquement un arbre remarquable. Il est très gros. Quand je dis très gros, vous savez, on prend nous la mesure à peu près à cette hauteur-là, à 1,30 m de haut. À peu près 1,30 m. Et un arbre comme ça doit faire autour de 6 ou 7 mètres de circonférence. Donc ça commence à compter, hein. On n'est pas dans les records de France. Les plus gros arbres de France font 12, 13, 14, 15 mètres de circonférence. Mais celui-là est déjà pas mal. Il aurait aux alentours de 600 ou 700 ans, c'est l'estimation qu'on donne. On pourra dire un petit mot sur l'âge des arbres. Vous doutez bien qu'un chêne comme celui-là, c'est un monument de biodiversité, avec tous les trous qu'il y a dedans. Ça sert de repère à beaucoup d'animaux, surtout quand le propriétaire préserve cet arbre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver un arbre comme ça? La réponse, 2 points. Rien. Si c'est possible. Si c'est possible. Le laisser tranquille. C'est la meilleure des solutions. Ah, encore des curiosités, des bizarreries. Ici, c'est dans le département de l'Allier. Mais des sites comme ça, on en trouve encore beaucoup dans le Morvan. Alors, qu'est-ce qui se passait il y a 100 ans à peu près, 120 ans à peu près? Les paysans, il en restait beaucoup, il y en a beaucoup moins maintenant, vous connaissez le problème, prenaient des jeunes arbres, là ce sont des hêtres justement, et entortillaient les branches, les jeunes branches. Je vais utiliser un mot, mais après j'en utiliserai un autre, il les tressait. Ils faisaient des tresses entre les branches pour faire des haies. Alors le mot officiel, c'est des arbres plessés. La technique, c'est le plessage, et ça donnait des noms de villes un peu partout en France qui s'appellent Le Plessis quelque chose. Et donc ça faisait des haies de bord de champs ou de bord de chemin, pour pas que les vaches sortent de l'itinéraire qu'on leur avait attribué. Et puis, les paysans sont plus là, donc les vaches sont plus là. Soit la forêt a poussé naturellement, soit un propriétaire a planté ce qui n'est pas l'idéal du Douglas, vous savez les sapins de Douglas, qui, point de vue biodiversité, c'est un désastre complet, il n'y a rien dans ces forêts-là. Et en tout cas, les arbres ont été oubliés. Beaucoup ont subi les assauts des bulldozers au moment du remembrement, vous savez, on enlevait tout ce qui était bocage et tout ça. Heureusement, quelques-uns sont restés, sont parvenus jusqu'à nous, et puis ils ont grossi, ils sont partis vers le haut, et puis c'est devenu des raretés. Point de vue biodiversité, je n'ai pas besoin de vous dire la richesse de... non, là on ne le voit pas, mais sur une des branches, il y a les trous d'un oiseau, je ne sais pas s'il y a des passionnés d'ornitho, là, du pic noir, qui est un pic cousin des pics épais chez Pivert, mais en plus gros, et en tout noir et rouge sur la tête. Un oiseau extraordinaire. Donc nous, on agit pour préserver des endroits comme ceux-là, avec la remise d'un label pour pousser, alors qui n'est pas administrativement officiel, mais qui est reconnu par beaucoup d'autorités et qui fait que quand on remet le label, ça peut aider un petit peu. En fait, c'est fait pour impressionner un peu le label, parce que les gens ils disent « Ah bon, oh là là, arbre remarquable ». Et j'imagine certains qui voient « Ah, arbre remarquable », alors il y en a qui font « Ah bon », et puis il y en a qui font « Arbre remarquable, ah merde ». Voilà, c'est un peu à ça que ça sert. Ça marche souvent, ça marche de plus en plus, et dans ces protections, on en parlait, je ne sais plus avec qui j'en parlais tout à l'heure, si, il y a plusieurs avocats là parmi vous, qui ont entendu parler du travail des notaires. Et on a un notaire hyper dynamique dans l'association, Benoît Hartenstein, et il a convaincu la Fédération nationale des notaires, je ne sais plus comment ça s'appelle, très influente du point de vue de la loi française, de pousser à revisiter le Code civil en France.
Et c'est en train d'avancer, et nous, on va soutenir à fond cette démarche des notaires, qui peut être précieuse en justice. Et si on arrive à faire bouger le Code civil, ce serait pas mal, parce que par exemple, dans le Code civil, vous savez, ça remonte à Napoléon, hein, notre Code civil. Et évidemment, l'arbre, c'était un objet, comme la chaise, là, ou comme la lampe. C'était un objet, premièrement, et deuxièmement, le propriétaire faisait ce qu'il veut. Voilà, c'est ça qu'il y a dans le Code civil. Donc si on peut faire bouger un peu cette dimension-là dans la loi française, et j'ai l'impression qu'il y a des chances qu'ils y arrivent, et on va soutenir à fond cette démarche. Dans les choses à faire bouger, il y en a que vous connaissez bien, c'est les histoires de voisinage, avec l'arbre qui dépasse chez le voisin, et les feuilles, ces imbéciles d'arbres qui font des feuilles. Et parfois, certaines feuilles tombent, et elles tombent chez le voisin. Mais vous n'avez pas le droit, regardez, l'axe, le limite de propriété, c'est là, votre arbre, il dépasse comme ça, je fais une action en justice, pour l'instant, ça commence à bouger. Je gagne, je peux exiger de faire couper l'arbre à la verticale de la séparation de nos propriétés. On voit bien que c'est plus possible. On a affaire à un être vivant, et beaucoup de gens se rendent compte aujourd'hui de l'importance des arbres et du rôle qu'ils jouent. Alors je vous mets en garde, je philosophe gentiment sur l'idée, je suis propriétaire, je fais ce que je veux. Moi, j'essaie de rectifier et dire aux gens de bonne volonté, est-ce qu'on ne pourrait pas dire maintenant, je suis responsable de l'arbre. Je suis responsable de l'arbre plutôt qu'être propriétaire et je fais ce que je veux si je veux le couper, etc. Donc ça ce serait un point à faire progresser. Donc le fond des connaissances scientifiques que certains ont peut-être en mémoire depuis pourquoi pas le lycée, c'est qu'un être vivant égale un patrimoine génétique, un génome comme on dit. C'est-à-dire si on prend le mien, dans une oreille, dans un doigt de pied, dans la hanche, dans la racine des cheveux, c'est le même patrimoine génétique qu'il y a dans toutes mes cellules. Et on a cru que c'était vrai pour les animaux, on l'a vérifié chez les animaux, un être vivant égale un patrimoine génétique et un seul. Vous vous doutez de la suite? C'est que quand les Suisses ont commencé à étudier, il y a une dizaine d'années, un chêne et à faire le génome de chacune des branches d'un seul chêne, eh bien, ils ont trouvé qu'il y avait des cellules, un génome de l'ADN, si vous voulez, légèrement différent dans la branche 1, dans la branche 2, dans la branche 3. Moi, j'ai vu ça dans un petit article dans Science et Vie. Ça aurait dû faire les gros titres de toute la presse qui s'intéresse un peu aux sciences. C'est une révolution. On se rend compte qu'un être vivant a un patrimoine génétique différent selon les endroits du corps où il est. Et ça, c'est vraiment une possibilité incroyable des arbres qu'on a découvertes assez récemment. La question qui vient peut-être spontanément, puisque l'espèce humaine est foncièrement curieuse, c'est à quoi ça peut servir. On n'a pas la réponse, on constate que c'est comme ça. On peut imaginer, parce qu'on veut toujours avoir un bout de réponse, que s'il arrive un accident sur la partie gauche de l'arbre, ou une attaque de parasite, la partie droite, qui a un génome légèrement différent, résistera peut-être, avec un point de départ, c'est que contrairement aux animaux et aux hommes, les arbres ne peuvent pas se déplacer. Donc c'est peut-être une réponse à l'absence de mouvement. Voilà, la suite, on se donne rendez-vous dans 10 ans, on en saura sans doute un peu plus. Dans les arbres extraordinaires, vous avez des arbres comme celui-là qui dépassent en haut d'un pigeonnier. C'est dans les Deux-Sèvres, ça. Et le pigeonnier est ouvert en haut, il est cassé, le toit est démoli. Quand on rentre dedans, on voit un chêne qui part du bas et qui dépasse au-dessus. Vous mettez le même chêne à 500 mètres de là, point de vue remarquabilité, il ne va pas trop nous intéresser,
même si c'est un bel arbre, mais il ne va pas attirer notre attention. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une complicité probablement, ça peut être une petite souris, un loir, plus probablement un oiseau, le roi des glands, c'est le geai. Le geai des chênes qui cache des glands. On dit que la forêt française se déplace légèrement de quelques centaines de mètres vers le nord chaque année, simplement sous l'action des geais, qui sont des transporteurs formidables. Alors là, en plus, c'est un geai mathématicien, enfin géomètre, parce qu'au sol, il avait un cercle, il a fichu le gland parfaitement au milieu, il l'a enterré, je ne sais pas. En tout cas, le gland a germé à coup sûr. Et comme les arbres ont le potentiel de filer vers la lumière, c'est leur principale priorité. Maintenant, ils dépassent au-dessus, si tu peux revenir à la photo d'avant. Voilà, maintenant, ils dépassent au-dessus du pigeonnier, dans les Deux-Sèvres. Là, c'est en Bretagne, la commune s'appelle Bégard, et il y a un chêne qui pousse. Alors là, il y a le toit, le toit n'est pas effondré. Il y a un chêne qui pousse sur le toit du pigeonnier. Alors évidemment, on se dit, il doit y avoir quelques branches qui rentrent dans les pierres bretonnes, là, il y a de la bonne matière, et puis de l'humidité et tout. Et en fait, quand on s'approche et qu'on regarde sur le côté le bâti de pierre vertical, on voit une grosse racine qui descend. Non, vous ne la voyez pas de loin, vous ne pouvez pas la voir. Une grosse racine qui descend jusqu'au sol. Donc il s'est adapté. Alors un arbre comme ça peut avoir 150 ans, parce qu'il est dans des mauvaises conditions. Donc la règle, elle est simple pour l'âge des arbres. Plus les arbres sont dans des mauvaises conditions, plus ils vont vieillir et donner des arbres très très vieux ensuite. Je dis à l'envers, en forêt tropicale, en forêt amazonienne, vous avez, Francis Allais, dont je parlais tout à l'heure, est le grand spécialiste, vous avez des arbres qui deviennent monumentaux, qui poussent très vite, en 150-200 ans, ils deviennent énormes, gigantesques, et deviennent des arbres extraordinaires, très très gros, très hauts. Mais au bout de 300 ans, ils finissent par s'effondrer. Ils ont profité au maximum, lumière, humidité, etc. 200, 300 ans, il n'y a pas de très vieux arbres. Par contre, vous allez aux États-Unis, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui brûlent là en ce moment, et vous allez un peu à l'intérieur, vers les montagnes rocheuses, on marche en haute, il faut grimper assez haut, et à un moment donné, tout d'un coup, le climat change, il fait un froid de canard, il y a du vent, c'est épouvantable. Et c'est là qu'on va trouver des pins qu'on appelle les pins Bristol Cone, les pins à cône brisée, tout tordus, tout tourmentés. L'un d'entre eux a été daté il n'y a pas très longtemps, un qui était tombé, qu'on a réussi à dater, de 5000 ans. 5000 ans. Et il y a pire, si je peux dire, puisque il y a encore un an, je vous aurais dit que le plus vieil arbre du monde pourrait être un épicéa en Suède. Vous passez à côté, vous n'y faites même pas attention. Et c'est un petit arbre assez ridicule, pas très haut. Et il a pu être daté, l'estimation est de 8800 ans. Mais il est dans des conditions tellement difficiles qu'il pousse très lentement. Très lentement. Oui, le record, là, ça s'est un peu révisé. Il semble qu'il y ait au Chili, dans les forêts du sud du Chili, un arbre dont l'âge atteindrait 9000 ans. Ouais, ça c'est, oui, quand même un mot sur celui-là. C'est aussi en Bretagne, à Combrite, c'est près de Pont-l'Abbé, où il y a un chêne qui pousse comme ça dans la muraille. Il y en a partout, hein. Et il y a partout des arbres, et on est au bout de 30 ans de la vie de l'association des arbres remarquables. Moi, je pensais qu'en 2-3 ans, on aurait fait le tour du sujet. On est 30 ans plus tard, on ne finit pas de découvrir des nouveaux arbres, et je suis persuadé que quelqu'un viendra voir tout à l'heure Marie-Noël, lui signaler tel ou tel arbre
pour lui demander « Vous ne connaissez pas tel arbre, pas très loin d'ici », etc. On ne finit pas d'en découvrir. Celui-là a été signalé il n'y a pas très longtemps. Là, c'est un jeu pour lequel je n'ai pas la réponse. Qui a précédé l'autre? Est-ce que dans la maison, il y a eu un petit chêne qui a poussé au pied, on lui a fait de la place, ou est-ce qu'on a construit la maison autour du chêne? Honnêtement, le propriétaire n'a pas su nous répondre. C'est dans le Puy-de-Dôme. Moi, j'adore les arbres comme ceux-là. Ici, dans l'Indre-et-Loire, la commune s'appelle Cheillé, et il y a un chêne qui sort du mur de l'église. Alors, en d'autres lieux, il serait un peu plus petit, on le qualifierait de bonsaï, hein, parce qu'il est vraiment dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a eu des racines qui dépassaient à l'intérieur de l'église qu'un curé a fait couper. Ça gêne le passage, on enlève ça, etc. Le chêne est toujours là. Alors là, en ce moment, il connaît quelques difficultés de vieillissement. On n'a pas idée de l'âge d'un arbre comme ça, mais évidemment, est-ce qu'il fait partie des arbres remarquables? Bien sûr. Oui, regardez, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé des hêtres tortillards. Et là, c'est curieux, dans la même forêt, il y a un chêne tortillard. Alors, je livre ça à votre réflexion de passionné de biologie et de génétique. Et je vous dis tout de suite, je n'aurai pas la réponse. Si la cause, vous vous souvenez des hêtres tortillards tout à l'heure, si la cause est génétique, ça devrait toucher qu'une seule espèce. Or, dans la même forêt, on trouve aussi un châtaignier tortillard et ici un chêne tortillard. Alors, la raison scientifique, 2 points, mystère et boule de gomme. Non, s'il y a un truc étonnant sur ces hêtres tortillards que j'ai oublié de dire tout à l'heure, normalement, regardez, ils font ça. Ils montent et puis à un moment donné, ils redescendent. Ils ont des bourgeons qui les font redescendre. Eh bien, on observe sur les hêtres tortillards, par endroits, ceci. Regardez, toc. Il y a un bourgeon qui part vers le haut. Il y a des généticiens du monde entier qui viennent pour étudier ce sujet-là alors vous pouvez appeler ça une rétromutation, vous voyez, la mutation à l'envers, qui fait grimper au lieu de descendre, où les généticiens parlent de réversion. Très très intéressant, les arbres n'en finissent pas de nous surprendre de ce point de vue-là. Ah, ici en Bretagne, un des plus vieux arbres bretons, on l'appelle le chêne guillotin. Il est près d'une forêt célèbre. Alors le nom commun de la forêt, il n'est pas connu de grand monde. Le nom historique, il est connu de tout le monde. Le nom actuel de la forêt, c'est la forêt de Pimpon. Et le nom historique, c'est la forêt de Brocéliande. Si je dis Brocéliande, tout le monde va dire « Ah bah oui, forêt de Brocéliande ». Moi j'aime bien cet endroit-là, mais ça porte tout un tas de trucs. Il y a la fée Viviane, il y a le tombeau de Merlin. C'est parfois un peu décevant, hein, d'ailleurs. Mais il y a un arbre comme celui-là, le chêne guillotin. Il est complètement creux. Son âge est estimé à 800 ans à peu près. Et il a une légende qui lui est associée. Je vous la fais très courte. Il y a dans les histoires d'arbres et notamment de chênes, en Bretagne et surtout en Vendée, les méchants étaient les révolutionnaires. Et les gentils, c'était les chouans. Vous me suivez, hein, les contre-révolutionnaires. Donc les arbres que les gens connaissaient, ils étaient du côté des chouans. Donc là, l'histoire raconte que des, entre guillemets, méchants révolutionnaires, bon, il n'y avait pas que des tendres non plus, hein, ont poursuivi un curé, le curé Guillotin, rien à voir avec la guillotine, le curé Guillotin, et il connaît bien les lieux, et il sait qu'il y a un chêne creux, et donc il va se cacher à l'intérieur de l'arbre. Mais il y a le trou devant l'arbre, donc s'il fouine un peu, les troupes, là, ils vont vite le trouver. Donc la légende raconte qu'il passe un pacte avec une petite araignée qui va tisser devant le trou une toile. Donc, comme les
Les révolutionnaires, c'était plutôt des gars de la campagne. Bah, s'il y a une toile d'araignée, c'est qu'il n'y a personne dedans, c'est logique. Donc on dit que ça lui a sauvé la vie. Et que, alors la fin, ça c'est déjà la légende, mais la légende de la légende, c'est que le curé Guillotin a passé le pacte suivant avec la petite araignée. Si je survis à cette épreuve, je m'engage à venir te porter tous les jours du reste de ma vie une petite mouche pour que tu aies à manger. Et on dit qu'il a erré comme ça tous les jours. Ça, c'est les trois quarts de l'histoire. En fait, la fin de l'histoire, c'est le maire qui me l'a raconté, parce que ça rebondit, ces histoires-là, sans arrêt. Le maire de la commune, qui s'appelle Concoret, pas le maire, la commune, Concoret, il me dit, vous savez, c'est en train de bouger toutes ces légendes, parce qu'on est en train de se rendre compte que probablement le curé Guillotin ne s'est pas caché dans celui-là, mais dans un autre arbre qui était à 500 mètres de là. Et que la légende viendrait du fait que la petite araignée aurait été assimilée à la sainte du village. Pourquoi pas, hein. Voilà, donc ça rebondit sans arrêt, cette histoire-là. Ah, des fois, des arbres, sans aucune taille, on s'est renseigné, cet arbre c'est un chêne dans le centre de la France, dans l'Indre. Il n'a subi aucune taille et naturellement, il prend cette forme-là. Le chêne rond, on l'appelle. Ah, celui-là, il a subi un malheur depuis peu. C'est un chêne extraordinaire dans l'Isère, hein, au-dessus de Grenoble, connu de tous les gens là-bas. Et un jour, il y a eu pas mal de gros coups de vent là, ces derniers mois, et la branche de gauche est tombée. Donc le chêne est... La commune s'appelle Venon et il est défiguré. Le chêne d'Allouville, c'est en Normandie. C'est un arbre qui aurait aux alentours de 1300 ans à peu près. Estimation très pifométrique. Bon, on n'est pas sûr. Il est creux, son tronc est creux, et au fil des siècles ont été construits dans le tronc creux des chapelles. Une chapelle au rez-de-chaussée, il y a un trou là, on ne le voit pas, et une en montant l'escalier. Je peux vous dire, j'ai emmené des élèves de 6e, parce que les 3e, ça ne les intéresse plus, mais les 6e, ça marche bien. Ils étaient enthousiastes devant un arbre comme ça, avec un escalier autour. Je ne sais plus à quelle histoire ça le faisait penser. Et en tout cas, l'arbre est bien vivant dans sa partie gauche. Le reste, ce sont les chapelles et il y a des protections avec des bardeaux de bois. Enfin, il y a tout un système pour lui empêcher l'humidité de rentrer dedans. À l'intérieur dedans, il y a un bâti de métal qui le maintient. Alors, il y a des gens qui me disent que l'arbre, il est sous perfusion. Oui, mais est-ce que ça vaut le coup ou pas ? On peut considérer que du point de vue, si on est un naturaliste pur, c'est ridicule de faire ça parce que cet arbre-là, en plein champ, il serait tombé depuis longtemps, hein. Il aurait été abattu par un gros coup de vent et puis sa vie serait finie là. Seulement, il a une valeur historique telle, c'est un tel patrimoine que tout est fait pour le sauvegarder, y compris par la commune qui en fait un élément touristique, puisque chaque année, il y a à peu près 30 000 personnes qui viennent voir le chêne d'Allouville. Je ne résiste pas au plaisir de vous raconter la petite histoire qui se rapporte à cet arbre-là, un peu dans le genre de Guillotin tout à l'heure, mais c'est plus récent, ça remonte à la Révolution. Le bedeau du village, il avait un joli nom, il s'appelait Monsieur Bonheur. Monsieur Bonheur apprend que les méchants, entre guillemets, révolutionnaires approchent d'Allouville. Et il se dit, bon, on va dire qu'il n'était pas contre la Révolution, si on veut s'en sortir, c'est ce que je dis en général, mais il se dit, oula, quand j'ai entendu ce qu'ils font dans les églises, vous savez, on cassait des têtes, bon, il n'y avait pas que des choses très élégantes qui étaient faites par rapport à la religion, ils vont me faire brûler mon chêne. Pourquoi ? Parce que c'est une église, le chêne. Il a deux chapelles, l'une dans l'autre, l'une au-dessus de l'autre.
Et donc l'histoire qui doit être vraie raconte que, parce que c'est pas si vieux que ça, qui prend une planche de bois et puis qui grave dessus « Temple de la raison ». Et il cloue ça sur l'arbre. Je ne vous donne pas si ça a marché ou pas, je vous dis juste, l'arbre est toujours là. Voilà l'histoire du chêne d'Allouville. La commune enfin ils n'ont pas beaucoup d'argent comme les petites communes, tient beaucoup à la protection d'arbres comme ceux-là, c'est leur richesse patrimoniale. Hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Et nous, en tant qu'association Arbres, on a des fondations qui nous donnent un petit peu d'argent pour aider des petites communes. Quand je dis petites communes, c'est moins de 1000 habitants, enfin, vous voyez, des petites bourgades. Et donc là, chaque année, on donne un petit peu d'argent pour aider à l'entretien, parce que il y a des travaux qui sont faits régulièrement pour des arbres comme celui-là. Dans le nord, Pas-de-Calais, il y a les arbres à loques. Les loques, c'est les fringues. Et donc, accrocher des vêtements sur certains arbres, à certains endroits, est censé combattre les maladies. Ici, le manque de peau, il n'y a pas d'autre expression, c'est que les gens accrochaient ça sur des ormes. J'ai répondu à la question là, sur les ormes sur la place de Montpellier. Or, les ormes, il est vrai que pendant un siècle, et ça continue encore, il y a une maladie qui ravage les ormes et qui les tue, la graphiose. Hein. Et donc les ormes sur lesquels les gens accrochaient des fringues sont morts. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est à cette étape-là que j'ai fait cette photo. Les gens accrochaient des vêtements, il y a quelques années, sur les buissons à côté. Et je peux vous dire que j'ai vu de tout. Hein. J'ai vu des prothèses, j'ai vu des landaux, toutes sortes d'objets incroyables qui pouvaient aider à guérir des maladies. Et aujourd'hui, la municipalité qui s'appelle ici Sénarpont, dans la Somme, a décidé de replanter des arbres, alors pas des ormes, je crois que c'est des tilleuls qu'ils ont plantés, pour aider à poursuivre cette tradition. Mais tout est en bon état, ça veut dire que ça continue encore aujourd'hui. C'est des vêtements pas anciens qui sont là à pendre. Ça marche bien. D'ailleurs, j'ai regardé au niveau de la sécurité sociale dans cette zone autour de... Et on constate rien du tout. Regardez ce chêne corse, en Corse. Ceux qui aiment bien la Corse et qui vont de temps en temps, pour le trouver, il faut partir du col de Bavella. Il y en a qui doivent connaître, face aux aiguilles, et puis descendre vers le nord, c'est-à-dire descendre la route qui va, il n'y en a qu'une, hein, qui va à Ghisonacci. Et sur le bord de route, il y a cet arbre-là qui a poussé sur un bloc de granit. Alors, mon hypothèse, c'est que le bloc de granit devait être refermé en une seule partie et qu'il y avait peut-être juste une petite fissure dans laquelle un oiseau ou une souris, comme tout à l'heure, a mis un gland. Le gland a germé, le chêne a grossi considérablement et il est en train, je vous le fais, je fais très bien le chêne qui ouvre les granits, il est en train d'écarter le bloc de chêne et de l'ouvrir. Non seulement une chose, mais deuxième chose, il fait un autre truc extraordinaire, c'est qu'il envoie de l'écorce qui est en train d'envelopper le caillou lui-même, comme un pied d'escargot. Moi, je le compare à un pied d'escargot. J'adore les arbres comme ceux-là qui montrent une vigueur. Il y a un concours, je disais à quelqu'un, il y a un concours de l'arbre de l'année organisé par Terre Sauvage. D'ailleurs, le jury se réunit dans 3 jours. Et cet arbre-là a gagné le concours il y a 3 ans à peu près. En Corse, donc c'est un chêne liège, l'arbre oiseau. Alors on peut y voir une main, je ne sais pas, divine si on veut, qui aurait forgé la silhouette d'un oiseau. Le plus raisonnable, mais c'est quand même extraordinaire, est que notre hypothèse, ça n'a pas été vérifié parfaitement et c'est difficile à vérifier, est que la foudre a frappé, a brûlé ce chêne liège et que l'écorce s'est rétractée
au hasard comme ceci, et il y a 2 parties de l'écorce qui étaient fendues, qui sont redressées. Coup de chance, ça donne un arbre extraordinaire, surtout quand il pleut, c'est parfait. Ici, on a la limite de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. La commune s'appelle Hautpoul, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est pas loin de Tautavel. Et il y a dans les vignes ce genévrier. Parce que si vous connaissez les genévriers, c'est plutôt des arbustes. Hein. Et celui-là, on l'estime probablement millénaire. Voilà. Et un arbre comme celui-là, comme sur les 1000, il y en a 3 ou 4 qui nous ont donné à réfléchir de la manière suivante, est-ce qu'on a bien fait d'en parler? Il y a comme ça 3 ou 4 arbres qui ont eu trop de visites après le label et puis le fait que c'était... Donc, alors retenez pas cette idée parce qu'elle n'est pas au cœur de ce que je vous raconte. Je dis 3 ou 4 arbres sur 1000, mais dans quelques rares cas, ça entraîne trop de visites. Là, on est sur une propriété privée et les viticulteurs propriétaires en ont un petit peu marre qu'il y ait du monde qui défile et surtout, malheureusement, quelques personnes qui ne respectent rien, qui passent un peu n'importe où, n'importe comment, piétinant un peu tout. Donc, et s'ils avaient la bonne idée de se faire un arrêt dans la boutique pour acheter un petit Rivesaltes, ce serait mieux parce qu'il est très bon. Et c'est d'autant plus extraordinaire où on a réussi complètement la préservation d'un arbre, mais peut-être trop, c'est ce que je vous dis, c'est que la propriété s'appelait à Hautpoul la belle oriole. L'oriole, si je ne me trompe pas, ça doit être l'oiseau, le loriot. La belle oriole. Et ils ont changé le nom, les propriétaires ont changé le nom. Ils ont une nouvelle étiquette avec le genévrier. Et leur domaine s'appelle maintenant le domaine du vieux genévrier. Donc pour protéger l'arbre, c'est idéal. La contrepartie, c'est qu'il y a un petit peu trop de monde qui rend visite. Voilà, c'est la rançon de la gloire. Bon, je m'arrête là sur ces considérations. Je serai inarrêtable pendant plusieurs siècles.